Bonjour, bienvenue sur la chaîne du droit et des technologies avancées. Dans la série La cobotique juridique, je vous propose une approche générale des intelligences artificielles génératives dans le monde du droit. Que recouvre le concept de cobotique juridique? C'est une réalisation à quatre mains entre une intelligence artificielle et un humain. La cobotique juridique marque l'avènement de la troisième révolution digitale après la révolution informatique et la révolution Internet. Examinons cette situation. L'enjeu, c'est la colonisation de la planète. En novembre 2022, ChatGPT et puis les autres intelligences artificielles génératives ont colonisé la planète. Tous les services sont impactés, les services juridiques bien évidemment aussi. Le défi, c'est comment maîtriser cette mixité, ce nouveau travail entre les intelligences génératives et puis les humains, juristes d'entreprise ou avocats par exemple. L'actualité et les malfaçons du perroquet. Dans une première analyse, la plupart des professionnels déclarent qu'on est face à de très nombreuses malfaçons. C'est exact. Il y a des erreurs de contenu, des erreurs de calcul, des erreurs de raisonnement. Il y a aussi des réponses confusantes, stéréotypées, médiocres, des hallucinations, des biais, des pertes de mémoire et pour couronner le tout, des références basées sur des sources fictives. Mais les intelligences génératives ne sont pas des perroquets. Ce ne sont pas des magnétoscopes juridiques, pas du tout. Les intelligences génératives telles que ChatGPT sont en fait un nouveau système de production du droit. Cette tendance est irréversible. Les malfaçons du perroquet, on peut les éliminer à plus de 90%. Cette troisième révolution ou troisième transition, après la transition informatique, c'est-à-dire le passage du monde papier vers le monde numérique, ce passage s'est fait à l'identique. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé le métier. Si je prends un exemple, le dossier d'un avocat, il y avait une surcote avec le nom du client et de son adversaire, à l'intérieur une cote correspondante, une cote procédure, une cote pièce communiquée, une cote autre pièce, une cote divers. Et quand on a dématérialisé, on a pris cette structure et on a fait un dossier numérique où chacun des sous-dossiers cartonnés devenait une intercalaire. Mais l'organisation était la même. On avait simplement dupliqué le papier. La transition numérique, c'est de sortir de ce carcan. Il n'y a pas de raison d'organiser le monde numérique comme était organisé le monde papier. C'est l'ubérisation dans de nombreux secteurs, dont celui, bien évidemment, des juristes d'entreprise et des avocats. On ne travaille plus de la même manière. On n'est pas organisé en mode papier. On est organisé en mode workflow, en organisation du travail avec des processus. La troisième transition, ou la transition intelligente, n'a plus rien à voir. Il y a une mutation, une rupture sur la façon de produire du droit. Pour les prestations intellectuelles, si on remonte par exemple à la plume doigt et qu'on descend jusqu'à l'écran tactile, en passant par la plume sergent-major et l'encre violette, on avait sur les doigts. On pensait, on analysait des documents, et puis la prestation se réalisait à travers la main, assistée par des outils, notamment un ordinateur. Chacune des étapes de la réalisation de la prestation, de livrables juridiques tels qu'un contrat, une assignation, un mémorandum stratégique, était réalisée pas à pas, brouillon après brouillon qui s'améliorait jusqu'à la version finale. La mutation de la cobotique juridique, c'est que l'humain ne réalise plus la prestation, il fait réaliser la prestation. Comme l'ouvrier par rapport à l'artisan, l'ouvrier a des commandes numériques, il pilote une machine-outil à commande numérique, il programme ses commandes et la pièce est réalisée par la machine-outil. De la même manière, aujourd'hui, on est en présence de machines-outils virtuelles. L'avocat ou le juriste d'entreprise où l'étudiant en droit va faire une invite, c'est-à-dire une commande qui va actionner un modèle de langage et c'est le modèle de langage qui va établir la première version. On passe d'une production directe de la prestation juridique à une prestation indirecte. Pour illustrer cette mutation, je vous propose un voyage avec 4 photographies. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, présentation et évolution. De quoi parle-t-on? Ensuite, le cœur de l'illustration, la cobotique juridique. Orientation et illustration
du changement de mode de production. La troisième photographie, la coopération avec l'amélioration de la première pièce et l'optimisation. Et enfin, le déploiement avec des exemples et des succès pour comment, dans les directions juridiques, dans les cabinets, dans les universités, on passe de cette production directe jusqu'à aujourd'hui à une production indirecte. Et pour vous illustrer par rapport à un premier exemple de ce qu'est la cobotique juridique et la puissance d'un modèle de langage, j'ai écrit un ouvrage, ChatGPT pour les professionnels du droit. Après 600 pages écrites à 4 mains, avec elle, je lui ai posé la question « Qui es-tu » Elle m'a répondu « Une intelligence artificielle, générative, non dotée de conscience. » Je lui ai dit « C'est pas grave. Je voudrais que tu me donnes le plan d'un ouvrage sur ChatGPT pour les professionnels du droit en 19 chapitres. » Pourquoi 19 chapitres? Parce que j'avais déjà écrit 600 pages avec elle à 4 mains et que j'étais au 19e chapitre. Je lui précise que je souhaite qu'elle ait une très bonne connaissance de ChatGPT, bien évidemment du marché juridique. Je lui ai demandé 4 thèmes par chapitre et une illustration, un exemple, une analogie pour chacun des thèmes de chacun des chapitres. Elle me répond en 3 secondes absolument, avec une pointe d'impertinence puisqu'elle met un point d'exclamation. Et au bout de 3 secondes, j'obtiens 19 chapitres, 4 thèmes. Des exemples. J'ai comparé son travail et le mien. J'ai publié dans l'ouvrage, en annexe, sa table des matières et la mienne. Je n'avais pas fait mieux. Nous avons fait ensemble la même chose, réfléchissant sur le même problème. Elle donnait une solution, c'est-à-dire 19 chapitres, parfaitement opérationnels. Mais attention, elle n'a aucune logique, elle ne réfléchit pas, mais elle ne recopie pas. Cet ouvrage n'existe nulle part dans le monde entier. Je voulais, à ce niveau-là, par cet exemple, vous illustrer que ChatGPT et de manière générale, toutes les intelligences artificielles génératives ne sont pas des perroquets. Intelligence artificielle, une première présentation. Si on veut distinguer l'intelligence artificielle des autres systèmes d'informatique, le critère majeur déterminant, c'est l'existence d'un certain niveau d'autonomie. On trouvera cette exigence dans l'AIAC, le projet de réglementation horizontale mis en place dans le cadre de l'Union européenne. Cette intelligence artificielle qui dispose d'une autonomie n'a rien à voir avec le concept de raisonnement. ChatGPT n'a ni logique ni raisonnement. Elle produit des phrases, des réponses avec des mots les uns après les autres. C'est un système bien évidemment informatique, avec des algorithmes et des logiciels. Les algorithmes, c'est une suite d'opérations finies qui permettent d'atteindre un résultat sans avoir à le démontrer. Et les logiciels, c'est les technologies numériques qui permettent de mettre en œuvre ces algorithmes. Et donc, une intelligence artificielle, c'est en fait une combinaison entre des algorithmes et des données qui vont servir à l'entraînement du modèle, de construction des phrases et au réglage de ce modèle. Comment cela marche? Historiquement, c'est la deuxième génération de l'intelligence artificielle. La première génération, c'est l'intelligence artificielle déterministe ou l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire qu'on avait des données, on avait des règles mathématiques, des règles heuristiques, des règles algorithmiques, des règles qui ont été figées dans un certain langage de gestion des connaissances, règles qui viennent du savoir-faire, d'un ouvrier sur la chaîne, d'un artisan sur sa pièce, d'une expérience d'un avocat ou d'un juriste d'entreprise. Et à partir de ces deux éléments, un moteur dit de règles, permettait d'obtenir des résultats. On continue à utiliser aujourd'hui ce type de système. La difficulté, c'est son déploiement. Si une règle change, il faut changer l'ensemble des éléments parce que un ou plusieurs résultats va être faux. L'avènement de la seconde génération, qu'on appelle l'intelligence artificielle statistique, à l'intérieur les réseaux de neurones, organise le système des informations de manière totalement différente. On a des données en entrée et on a des données qui sont qualifiées en résultat. On va dire ce document est un contrat, ce document est un mémorandum, ce document est une assignation, c'est-à-dire des résultats qui sont typés, normés, organisé. Et ensuite, lorsque va arriver un document, une assignation, mais sans rien dire au système, grâce à ces paramètres dans un réseau de neurones qui ont été définis pas à pas sur les résultats, il va reconnaître les spécificités d'une assignation et il va classer l'assignation dans la rubrique des documents correspondant au contentieux. Et quand il verra arriver un contrat, de la même manière, on aura réglé les paramètres, ce contrat nouveau qu'il ne connaissait pas avant, il va le classer dans la nomenclature des contrats. Deux exemples de l'utilisation des réseaux neuronaux pour utiliser un classificateur. Comment cela marche? On est en présence de modèles de fondation dit encore un grand modèle de langage. Et ce modèle de langage
produit à partir de jetons, ou en anglais des tokens, peu importe pour le niveau de présentation, on va utiliser par rapport à un ensemble de mots, il va produire le mot suivant. Si vous commencez par lui poser une question, la cour, et ensuite lui demander de prédire le prochain mot, par rapport à l'ensemble des millions et des millions de documents qu'il a consultés, ce modèle, en mode lecture, il a relié les phrases avec la cour, et il va bien évidemment poser des questions de, des apostrophes, du, des suprêmes, afin d'obtenir la cour de cassation, la cour d'appel, la cour du palais, la cour d'école. Et si on veut distinguer entre la cour de cassation, la cour suprême des États-Unis ou la cour d'école, on va mettre un contexte. On va lui dire, tu es un avocat et tu cherches une décision. Et donc, il va mettre la cour de cassation. Mais si on lui dit, tu es un instituteur, eh bien, il va mettre la cour d'école. Et si on lui dit, tu es un avocat américain, il va mettre la cour suprême des États-Unis. Un contexte, à partir d'un certain nombre d'éléments, va lui permettre de produire des résultats pas à pas, sans raisonnement, sans logique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Certains parlent de pensée, d'autres de conscience. Si on prend Alan Turing dans un article magique, est-ce que les machines pensent? 1950. Il va définir un test qui est utilisé aujourd'hui très simplement à travers la question suivante et la réponse associée. Un robot est équivalent à un humain. Une intelligence artificielle virtuelle est équivalent à un humain si et seulement si l'humain ne fait pas la différence entre la réponse provenant d'un humain et la réponse provenant d'un robot. Dans ce cadre, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On peut prendre une analogie, la chanson. La chanson est une combinaison entre un texte et une musique. Chacun des éléments sont autonomes, mais la réunion des deux permet d'obtenir une chanson co-substantielle à chacun des éléments, à chacune des composantes, tout en n'étant pas réduit à l'une ou l'autre des composantes. Eh bien, l'intelligence artificielle, par analogie, on peut dire que c'est une combinaison entre des algorithmes et des données. Et la combinaison des deux va nous permettre d'obtenir une intelligence artificielle faible, moyenne ou forte. On va appliquer le test de Turing et on va dire qu'une intelligence artificielle est faible si et seulement si elle est supérieure à l'humain dans un contexte pour une finalité. Exemple, aucune chance pour les humains de gagner au jeu de Go, au jeu de poker ou au jeu d'échecs. On va considérer qu'une intelligence est moyenne. On n'y est pas encore, on y est presque. Est capable d'avoir plusieurs finalités dans des contextes différents. Et puis une intelligence artificielle forte au sens de Turing, c'est de la science-fiction. À 10, 15 ans, 20 ans, c'est une intelligence artificielle supérieure à l'humain dans tous les contextes, pour toutes les finalités. Mais revenons à ChatGPT pour les professionnels du droit. On est au-dessus du faible, parce qu'on n'est pas monocontextuel, on est pluricontextuel, et en dessous de la moyenne, parce qu'on ne peut pas tout faire, bien évidemment. On n'est pas encore à ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, mais une intelligence artificielle générative parce qu'on va construire une réponse pas à pas, mot à mot, jeton après jeton. Le cœur de cette présentation, la cobotique juridique. Deux éléments dans cette photographie. L'orientation, comment la cobotique juridique va transformer les métiers du droit, et une illustration. 30% de l'activité des juristes d'entreprise ou des avocats sera dévorée par ChatGPT et ses équivalents. 30%. J'ai mis un futur, mais en fait, c'est déjà un présent. Regardez. Que peut-on faire avec des intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT? D'abord, des recherches. Mais des recherches non pas comme celles de Google sur un moteur, c'est-à-dire qu'on met des mots-clés et à partir de ces mots-clés, on obtient des documents, on les consulte et on va faire des résumés. Là, la recherche, elle est similaire, mais on va obtenir le résultat de cette recherche au sens d'un livrable et pas uniquement des documents sur lesquels on devra travailler pour obtenir ce livrable. Exemple, l'histoire de l'intelligence artificielle. Et on n'obtient pas différents documents qui vont de l'organisation effectivement du premier congrès sur l'intelligence artificielle, de la création du nom de l'auteur sur la personne qui a créé effectivement l'intelligence artificielle, de l'origine du mot robot. Non, on va trouver effectivement l'histoire racontée en 10, 20, 30 lignes en fonction de ce qu'on a demandé à ChatGPT. De la même manière, il est possible d'obtenir des analyses. On prend un document, on le propose à ChatGPT et on lui dit « Peux-tu me donner les arguments favorables et les arguments défavorables à cette thèse? Peux-tu me donner les éléments clés de cet article ?
Peux-tu me résumer cet ouvrage, chapitre par chapitre, et pour chacun des chapitres, de me donner le thème essentiel? On peut, dans une stratégie, lui demander de choisir et de proposer des options. Une tactique, des synthèses, des réalisations, des résumés et des programmes. Des réalisations à un contrat. Peux-tu me faire un contrat de confidentialité? Absolument, dit-elle. Et en 3 secondes, on a un merveilleux contrat. Peux-tu me faire un programme de conformité RGPD pour un cabinet d'avocats ou pour une direction juridique? Mais on peut lui demander aussi, peux-tu me faire une analyse d'impact sur, dans une direction juridique, le traitement des contentieux, car ils sont soumis à étude d'impact. Quant au résumé, c'est époustouflant. Regardez. Je lui ai proposé, tu as un conférencier de renommée internationale, un avocat spécialisé en droit des technologies avancées. Puis-je avoir une conférence avec une introduction, un plan, 4 parties, des conclusions. Chaque partie est détaillée sur 5 lignes avec un exemple. Elle a fait une confusion entre parties et faits. Une malfaçon, vous vous rappelez? 10 familles. J'ai simplement précisé ensuite sur la première invite, cette commande numérique virtuelle, que les parties, c'était les parties de la conférence. Et là, à partir de ce petit réglage, le résultat est merveilleux. Elle me donne un titre, incorporation de ChatGPT dans la pratique juridique, révolution ou évolution, une introduction, un plan entre 4 parties totalement classique. Et puis pour chacune des parties, on va regarder par exemple le premier, présentation de ChatGPT 4, la technologie, description des capacités linguistiques, évaluation de l'efficacité de l'outil, et puis un exemple. Mais non seulement elle fait le plan, mais ensuite elle va faire tous les paragraphes, elle va faire la conclusion, et puis elle va faire le PowerPoint, bien sûr. Chacune des diapositives. Et là, sur la première invite, car je suis sur la première invite, la première commande numérique que j'ai pilotée sur la machine-outil virtuelle. On dépasse le seuil de crédibilité de 20%. C'est tout l'enjeu. On passe d'un faire à un faire-faire, mais il faut que le premier brouillon, la première étape, soit à minima supérieur à 20%. Si c'est en dessous, on va perdre du temps. Il vaut mieux partir à zéro en mode manuel. Mais si on obtient 20% de la conférence, vous avez vu, en moins de 3 secondes, avec ce niveau de qualité, c'est gagner en productivité, c'est gagner en qualité. Et tout l'enjeu, c'est de passer de la première invite, de la première commande, le seuil de 20%, et d'ensuite à plus de 80% pour chacun des livrables du métier de juriste et d'avocat, d'obtenir un brouillon à un niveau de 80% d'écart à la version finale, ne laissant que 20% en mode manuel. Il ne faut pas comparer les humains avec les modèles de langage. Ça n'a pas de sens. C'est une machine-outil virtuelle. La comparaison, c'est le niveau des brouillons et la vitesse de mise au point de ces brouillons, avec un haut niveau de qualité. Sur la première invite que je vous ai mis à la diapositive précédente, vous avez vu le résultat époustouflant. Regardons maintenant la coopération, l'amélioration qui permet de passer dans la cobotique juridique du seuil de 20% au seuil de 80% pour la majorité des prestations que réalise en direct, c'est-à-dire en mode manuel ou semi-manuel, un juriste d'entreprise ou un avocat. Amélioration et optimisation. Il faut, je vous le dis, qu'à la première invite, la première invitation, le premier dialogue. Mais vous avez compris, hein, ChatGPT, il connaît ni question ni réponse. Il a des mots les uns à la suite des autres, et ensuite il produit des mots les uns à la suite des autres. Mais ces modèles sont réglés de telle manière à ce qu'ils mettent en perspective logique les éléments de contexte, l'invitation avec la réponse attendue, sans avoir aucune idée de la question, aucune idée de la réponse et aucune logique ni raisonnement. Merveilleux. Il faut atteindre ce seuil de 20%. Avec un peu de dextérité, on obtient ce seuil de 20% dans 80% des livrables. Dans une prochaine vidéo, je présenterai les invitations, les invites, les prompts en anglais pour obtenir ce 20%. Et ensuite, je montrerai comment les dialogues vont nous permettre, 2 ou 3 dialogues, pas plus, d'atteindre le deuxième seuil mythique, 50%. Et si nous sommes entre les deux, 1 minute pour faire l'invite initiale, on obtient 20% au bout d'une seconde ou 2, 1 minute, 2 secondes. Et puis on fait 1 ou 2 invites complémentaires et on obtient le seuil mythique de 50%. On est là maintenant à 6 minutes 15 secondes. Il ne restera plus qu'à régler encore une invite d'optimisation. 4 à 5 invites nous permet d'obtenir 70%. Et ensuite, il y a bien évidemment des malfaçons. Comme la pièce qui est produite par la machine-outil réelle, il va falloir
affiner, on va enlever ces malfaçons dans les 10 catégories. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on repère ces malfaçons. D'abord, comment on les évite, bien sûr, comment on les limite, comment on les repère et comment on les élimine pour atteindre le seuil de 80% et il ne restera que 20% à faire de manière manuelle. Le monde de demain, c'est un monde de réalisation à 4 mains, 80% piloté par l'humain, 20% réalisé par l'humain. Le monde de demain, c'est pas la confrontation entre les avocats et les juristes d'entreprise versus les robots, ou les robots versus les avocats et les juristes d'entreprise, les humains de manière plus générale, parce que c'est vrai pour toutes les prestations de services. Non, le monde de demain va mettre en opposition, en confrontation, ceux qui utilisent ChatGPT ou leur équivalent Bard, Gemini, Claude 2, et puis ceux qui travaillent en mode classique. Aucune chance en termes de qualité, aucune chance en termes de rapidité. Il restera, dans de très nombreux cas, un dernier élément, en tout cas pour les années qui viennent, non pas la production, non pas la réalisation, mais l'innovation qui reste encore du domaine de l'humain. Regardons l'optimisation et surtout comment piloter cette trajectoire. Si on prend la qualité et la compétence, on s'aperçoit que moins on est compétent, plus la qualité est bonne. Bien évidemment parce qu'on est incapable de faire le contrôle. C'est-à-dire que ChatGPT sature la capacité à pouvoir la contrôler. J'ai travaillé que sur le droit du numérique, 45 ans en tant qu'avocat spécialisé. Mais lorsque je lui pose la question à propos d'une grippe ou du Covid, je suis incapable de savoir si la réponse est bonne ou mauvaise. Elle me paraît crédible. Et plus mon domaine de compétence est éloigné, plus effectivement ChatGPT apparaît de qualité. C'est la compétence qui va donner le gain et la vitesse. Vous voyez, premier invite, 20, deuxième invite, troisième invite, au plus quatrième invite, 50, optimisation 80, élimination des malfaçons et complément manuel. Plus on est compétent dans une matière, plus ChatGPT est compétent pour nous donner la meilleure des solutions. Et c'est parfois difficile. J'ai mis 73 ans pour faire la table des matières de cet ouvrage. Elle a mis 3 secondes pour faire quelque chose d'équivalent. Comment donc déployer la cobotique juridique dans des environnements d'entreprise ou des cabinets d'avocats? Quels sont les facteurs clés de succès et les trajectoires? Les facteurs clés de succès, la protection du secret, la confidentialité du secret d'avocat, la confidentialité du juriste d'entreprise par rapport à ses relations avec les métiers, la protection du savoir-faire de l'entreprise, la conduite du changement. Il faut motiver, c'est pas facile, c'est même assez désagréable de penser qu'on ne va plus réaliser et qu'on va faire réaliser et qu'il va falloir apprendre à télécommander des machines-outils virtuelles. Des plans de progrès, la mise en commun d'un savoir-faire dans des formations, des outils qui devront être simples et efficaces. Quel outil prendre? Et enfin, l'actualité avec le droit de l'IA, il y a du droit, parce que si on veut intégrer ChatGPT dans une entreprise, ou Bard ou Claude 2, il faudra bien évidemment aussi respecter le droit de l'IA pour faire de l'IA dans le domaine du droit. Cet ouvrage que je vous avais présenté, demande un choix d'abord de l'outil. Quel outil prendre comme grand modèle de langage? Ensuite, faire un POC, faire des tests. J'ai testé ChatGPT sur l'ensemble des prestations d'un juriste d'entreprise et d'un avocat, contrat, mémorandum stratégique, mail de réponse, assignation, mais uniquement dans le domaine du droit du numérique. Le seul domaine que je pouvais contrôler. Et à tous les coups, pour l'ensemble des questions juridiques dans le domaine du numérique, j'ai dépassé avec des invites génériques et spécifiques le seuil mythique de 50% et j'ai atteint tout de suite le seuil de 20% au bout de 2 secondes. À vous de faire l'époque dans les autres domaines juridiques. Mais il me semble que le droit du numérique n'a pas plus de contraintes et moins de contraintes que les autres droits et qu'on devrait atteindre le même niveau de résultat. Je vais essayer de le capitaliser. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Nous devons ensemble, main dans la main, travailler sur tous les systèmes juridiques avec ces outils. Des méthodologies, il faut faire des méthodologies. C'est pas si simple. En plus, ces outils évoluent. Si on pose 2 fois la même invite à ChatGPT à 10 minutes de différence, parfois moins, on n'aura pas la même réponse. Donc, il va falloir expliquer ce qui se passe dans un grand modèle de langage. Il faut travailler en mode agile, avoir beaucoup d'allers-retours. Et enfin, faire des retours d'expérience. Multiplier les expériences, les échanges pour pouvoir maximiser l'utilisation de ces outils. La trajectoire, plume doigt, caractère d'imprimerie, plume sergent-major, stylo et on arrive à l'invite ChatGPT. Vous avez compris, tout ce qui est en amont, c'est une production d'un cerveau avec une main, un prolongement avec une réalisation permettant d'atteindre directement
un livrable. La mutation, à partir de ChatGPT, d'une intelligence artificielle générative, il faut produire une commande, actionner la machine-outil virtuelle, le grand modèle de langage, pour obtenir une production. C'est-à-dire qu'on passe d'une réalisation directe à une réalisation indirecte. Et une analogie, la machine-outil virtuelle, le grand modèle de langage que l'on peut effectivement interroger en mode conversationnel, ChatGPT, c'est l'équivalent de l'archer pour l'invite et le violon pour la machine-outil virtuelle. Ou si on prend un piano, l'invite c'est les touches et la machine-outil virtuelle, le grand modèle de langage, c'est le piano, c'est-à-dire les cordes et les marteaux. Au terme de cette présentation sur la cobotique juridique, approche générale, je vous propose de nous retrouver dans une seconde vidéo sur le thème « Comment fabriquer une ou plusieurs invites afin d'obtenir les seuils de 20 et de 50%. » J'ai réalisé cette création en verre et en acier afin d'illustrer cette combinaison à 4 mains entre le virtuel et le réel. À bientôt.